Lorsque nous étions enfants, Lorette était pour nous un lieu de promenade où nous allions pique-niquer les jours de beau temps avec toute la famille. Nous en avions pour près de 2 heures de marche, mais la route à suivre était simple. D'où qu'on vienne, il suffisait de se diriger vers le phare et la chapelle qui restaient visibles tout au long du chemin. Lorette, comme Vimy, est en effet un point haut, d'une sorte de falaise qui s'étend de Farbus vers Olin et qui marquait le sud du pays minier. La vallée de la Souchet a jadis entamé cette falaise, ce qui en fait une voie de passage naturelle au niveau de la commune du même nom. Cette voie est empruntée par la route Arras-Béthune et l'autoroute A26, mais fut aussi suivie par les troupes allemandes en 1914. Nos parents ont connu cette invasion. Marie, mère de notre père, parvint à fuir à temps et à rejoindre les lignes françaises avec ses 7 enfants. Jean-Baptiste, père de Marie, était resté à Givenchy, où il vécut sous les bombes au milieu des Allemands pendant 8 mois. Il avait auparavant fait quelques jours de prison pour avoir omis de saluer l'un de leurs officiers. Angélina, mère de notre mère, partit de la plaine trop tard et dut revenir à Liévin, où elle survécut dans les caves pendant 2 ans avec ses 5 enfants sous le feu des artilleurs français et anglais. Lorette est alors bien connue dans la région pour sa chapelle, lieu de pèlerinage. Dès le 4 octobre 1914, les Allemands occupent la colline et 2 jours plus tard, ils y installent leur artillerie. Les Français mettront plus d'1 an pour reprendre le promontoire de Lorette en l'attaquant par le nord-ouest et le sud-ouest. Louis Barthas évoque ses combats dans ses carnets de guerre. Lorette, nom sinistre évoquant des lieux d'horreur et d'épouvante, lugubres bois, chemins creux, plateaux et ravins pris et repris 20 fois et où pendant des mois, nuit et jour, on s'égorgea, se massacra sans arrêt, faisant de ce coin de terre un vrai charnier humain. Valdo Barbé arrive à Aix-Noulette le 16 décembre 1914. Quelques jours plus tard, il découvre le château de Noulette, déjà en ruine. Meubles défoncés, potiches brisées et livres à demi calcinés gisent autour des pans de murs. Le 22, il part à son tour au combat vers le fond de Buval. Nous poussant mutuellement, nous cramponnant à des cadavres tombés sur les parapets, nous sommes sortis du boyau et avons commencé l'ascension périlleuse et lente de la crête. Blessé lors de cette attaque, il est emmené par ses copains et soigné dans la cave de la brasserie d'Aix. Le commandant Jean-Maurice Had arrive à Aix-Noulette 5 mois plus tard. Il s'installe dans la brasserie Bram où Valdo Barbé avait été soigné. Cependant, les attaques vers Lorette se multiplient et il assiste au défilé des blessés et en particulier à celui du terrible 25 mai 1915. Ce 25 mai est l'un des jours les plus meurtriers de l'attaque de la tranchée des Saules qui devait permettre aux Français de reprendre le bois carré. Il y eut ce jour-là plus d'une centaine de tués, plusieurs centaines de blessés et autant de disparus côté français, soit près de 800 hommes hors de combat en une journée. Le commandant Had note aussi le 8 juin l'arrivée de la grosse artillerie française avec 4 pièces de 220 dans le bois d'Aix et en tout 1400 pièces de canon sur un front de 6 à 7 kilomètres. Le caporal Louis Barthas est lui aussi arrivé à Aix avec son escouade quelques semaines auparavant, le 2 juin 1915. C'était sans doute pour nous habituer au rugissement des canons, aux relents de Cherbourg, aux grosses mouches empoisonnées, aux poux, aux vers, aux rats, tout ce qui grouille se repaît immonde dans les charniers, écrit-il alors. On les envoie ensuite au bois carré, un bois aux arbres abattus, tordus, déracinés, au milieu de ce fouillis inextricable, un semblant de boyau dont parfois la trace se perdait. Il participe ensuite à une attaque du fond de Buval. Partout, on ne voit que cadavres et tronçons humains informes, laissés en pâture aux rats, plus courageux que les corbeaux, que l'effroi tient au loin.
Barthas note aussi l'apparition d'une arme nouvelle chez les Allemands, les grenades. Le notaire Léon Taquet avait d'ailleurs noté lui aussi que les Allemands s'étaient entraînés à leur lancement le 21 mars précédent à Lens. Avant de s'installer à Aix-Noulette, le commandant Had avait connu le secteur de Calonne. Les carreaux des fosses de Calonne sont tenus par les Français, alors que les Allemands occupent les cités toutes proches de la Plaine et des Cornailles. En prélude à la grande attaque du 9 mai, les Français font sauter une énorme mine sous les Cornailles. Citons le commandant Had. À 4 heures, 5 mines sautent en avant de notre ligne. Les Boches avec. C'est tout simplement magnifique. Les spahis s'élancent en tête, puis viennent les chasseurs. Ils vont jusqu'à la 3e ligne Boche. Malheureusement, tous les officiers sont tués et on se replie pour ne garder que 3 entonnoirs sur 5. Barthas arrive aussi dans ce secteur de Calonne à la mi-mai. Mi-juillet, il participe à la construction d'abris à la tranchée Carbonnière avec des bois venant de la fosse Calonne, où il y avait de quoi, dit-il, édifier les charpentes de toute une ville. Ces stocks des compagnies houillères de Lens et Liévin font partie des cibles préférées des artilleurs français. Il déclenche ainsi d'énormes incendies qui se succèdent à Liévin en cette année 1915 et que note scrupuleusement le notaire Taquet. Nous quittons le versant nord de Lorette pour le côté est. Les usagers de l'autoroute A26 traversent cette zone et peuvent même s'y arrêter à la hauteur de la double aire de service d'Angres-Souchet. Ce point de vue est situé entre le bois carré et le bois en H, une des zones les plus meurtrières de la Grande Guerre. De l'aire de Souchet, on a une vue qui va de la côte 119 vers Lorette et le bois carré. L'aire d'Angres permet de découvrir la plaine de Lens-Liévin depuis Grenay et Calonne jusqu'au bois de Givenchy. Cette vue d'origine allemande donne une vision exagérée du relief de la colline de Lorette, mais elle montre que sa surface n'est pas lisse, mais formée d'une succession de petits vallons séparés par des croupes que les Français nomment des éperons. Les poilus avaient comparé aussi ce relief aux côtes d'un melon, côtes qui joueront un grand rôle dans les combats pour la reprise du plateau de Lorette. Le 21 mai 1915, les Français reprennent la Blanchevoie. Blanchevoie que ces pèlerins gravissent 5 ans plus tard. Ici, une vue actuelle de la partie supérieure de la Blanchevoie. Voici ce qu'écrit Louis Barthas le 29 juin. « J'en appelle aux rescapés de la 13e escouade. Nulle part, même à Verdun, nous n'avons vu une si ample moisson de vie humaine. Et toute cette jeunesse virile, pourquoi avait-elle été immolée là? Peut-être pour prendre ou reprendre quelques mètres carrés de trous d'obus. » À l'automne 1915, les troupes françaises reprennent le village de Souchet, ou plutôt ce qu'il en reste. « Ce ne sont pas des ruines », écrit Galtier-Boissière. « Souchet n'est plus qu'une dégoûtante bouillie de bois, de pierres, d'ossements concassés et pétris dans la boue. » Ont participé à ces combats les chasseurs alpins. Leur chef, le célèbre général Barbeau, avait été frappé à mort le 10 mai 1915 au Cabaret Rouge. C'est à l'automne 1915 qu'arrive à Souchet le lieutenant-colonel Narcisse Alixan, lui aussi des chasseurs alpins. Les premières lignes se sont déplacées vers Angres. Dans la plaine, au-delà d'Angres, on voyait sans interruption les corons et les hautes cheminées de Liévin et plus loin de Lens, dit Barthas. Villes et cités que les artilleurs français, installés maintenant à Souchet, pillonnent régulièrement. Ils détruisent notamment la gare de Lens à la fin de l'année, alors que les Allemands ont commencé à saboter les installations minières. Maintenant que la colline de Lorette est reprise, commencent les combats de la côte 119 sur le flanc ouest du mont de Givenchy. Une guerre de mines dans la boue, le froid et la neige.
Les premières lignes françaises et allemandes sont maintenant séparées par un amoncellement de barbelés que les poilus appellent la volière. Volière devant laquelle viennent échouer plusieurs attaques sanglantes ordonnées par l'état-major français. Des petites tueries montées au rabais pour la conquête incertaine de quelques mottes de terre, nous dit Narcisse Alixan. L'horreur de ces massacres est cependant un peu atténuée par des actes de fraternisation et une trêve de boue qui a lieu au plus dur de l'hiver. Le sommet du plateau de Lorette fut choisi pour y rassembler les restes de plusieurs dizaines de milliers de combattants français, ce qui en fait le plus grand cimetière militaire de France. Au milieu de ces tombes fut construit un phare qui contient aussi l'un des ossuaires du cimetière et un émouvant petit musée. L'anneau de la mémoire est venu récemment compléter ce site historique. Lorette était autrefois connue dans la région pour son culte à Marie et sa fête traditionnelle du 8 septembre. La Grande Guerre finie, des pèlerinages s'organisèrent à nouveau autour d'une chapelle improvisée qui laissa bientôt place à une nouvelle chapelle basilique. Vu sous un certain angle, ce nouvel édifice évoque quelque peu l'ancien, mais l'intérieur a été résolument conçu dans le goût de l'entre-deux-guerres. Au-delà de la chapelle, côté ouest, on peut encore trouver quelques restes de tranchées à demi comblées, un musée et un sympathique abri du visiteur. Lorette reste avant tout une émouvante nécropole où les combattants de toutes origines et tous grades reposent côte à côte. La colline de Lorette, sa chapelle et les terribles combats qui s'y sont déroulés ont inspiré bien des peintres, illustrateurs et photographes, dont voici quelques productions. Ici, une photo d'origine inconnue qui a été maintes fois prise et reprise pour évoquer ces combats et illustrer maintes couvertures de livres et articles de journaux. Sans doute est-elle l'une des plus emblématiques, mais il est probable qu'elle a été prise dans quelques lieux paisibles, loin du front de l'Artois. Sont aussi discutables ces scènes quelque peu anachroniques qui montrent des combattants coiffés du cascadrillant ou lançant des grenades. L'image de la chapelle de Lorette, isolée au sommet de sa colline et dominant les combats, a souvent été reprise, en particulier par les artistes allemands. Frappantes de similitudes sont ces scènes de la vie dans les tranchées, françaises et allemandes. Les œuvres de Mathurin Méheut et de Otto Dix montrent crûment ce qu'était la vie et la mort dans les batailles d'Artois. Nous terminerons tout d'abord par un coup de chapeau à l'admirable et sympathique garde d'honneur, sans laquelle la nécropole de Lorette ne serait pas ce qu'elle est, et un remerciement particulier au lieutenant-colonel Alixan qui nous a livré le secret des quelques bagues présentées dans le petit musée du phare de Lorette. L'outillage est simple, dit-il, un petit bâton conique et une lime. Pour obtenir le métal, il faut faire fondre l'aluminium extrait des fusées de 105 ou de 77. Et il ajoute que ce sont les vitraux pulvérisés de l'église de Carency qui procurent des chatons multicolores très recherchés dont l'ajustage est la spécialité de quelques as au cantonnement.